C'est toujours agréable de fêter un anniversaire. J'ai une grande passion pour les anniversaires, donc je suis très heureuse d'être là avec vous. On m'a chargé de parler du futur. C'est bien compliqué. Comme on est dans une école ouverte sur l'international, j'ai commencé par un titre en anglais et par vous dire qu'il n'existe pas un futur unique, mais en fait, il existe des futurs qui sont différents et parallèles et qui vont se mélanger. Cette bille bleue que vous voyez, c'est notre planète. Et cette planète, cette photo, elle a été familière pour nous pendant des années parce que c'est la seule photo qu'on a eue pendant longtemps. Elle a été prise en 1972 et cette photo a eu un impact et un effet très important. On lui a même donné un nom à cet effet. On l'a appelé l'Overview Effect. Parce que c'est le premier moment, en fait, où, en tant qu'être humain, on a pris conscience de la fragilité de cette petite bille bleue. Et c'est aussi, pour certains, le départ et le début de la pensée écologique. Donc vous voyez comme elle est importante. Le monde qui vient, voilà, le monde qui vient, c'est celui où on va, mais c'est surtout celui qu'on va décider de construire et de construire ensemble. On le sait aujourd'hui, malheureusement, nos activités ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre. Mais nous pouvons agir et nous pouvons décider de ce futur. Notre monde est très fragmenté. Nous sommes au centre de nombreux clivages, aussi bien économiques, culturels, politiques. Le monde que nous connaissions a subitement basculé en mars 2020. Et depuis, beaucoup d'habitudes de pensée, beaucoup d'habitudes d'action ont été remises en question. Aujourd'hui, nous cherchons tous le sens du futur. Et il va falloir que nous apprenions à naviguer dans la complexité. Il va falloir nous y préparer. Bien sûr, le rôle de l'école est la primordiale. On est tous d'accord avec ça. Il faut réintroduire la pensée complexe, chère à Edgar Morin. Et comme il le dit si bien, le vrai problème, c'est que nous avons trop bien appris à séparer. Il vaut mieux apprendre à relier. Pour naviguer dans cette complexité, il faudra arriver à faire dialoguer bien des choses. Il faudra arriver à faire dialoguer des disciplines aussi diverses que l'art, que le design, que l'urbanisme, que l'architecture ou encore la sociologie. Et je vous invite à voyager avec moi dans ce futur à travers 5 mouvements, comme autant d'intersections entre des notions auparavant antagonistes. Nous allons découvrir ensemble les premières imbrications de ces différents domaines de pensée et surtout, nous allons parler de transdisciplinarité. Le premier mouvement, individuel et collectif. La pandémie a vraiment mis en avant l'importance de la solidarité et le pouvoir du collectif. Le premier exemple que je voudrais partager avec vous est celui de Darwin, à Bordeaux. Darwin, c'est un écosystème bien particulier, original, installé depuis une vingtaine d'années. Il permet de sortir d'une société très silotée pour travailler ensemble. Darwin, aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Un incubateur féminin, un vaste coworking, 230 entreprises, 700 emplois directs dans l'écosystème. Et c'est aussi plus de 50 associations et le plus grand restaurant bio et locavore de France. Comme quoi, on peut faire différent et avoir un énorme succès. Et puis, je voudrais vous parler d'un architecte, designer italien visionnaire, Michele De Lucchi, qui réfléchit au rôle de l'architecture dans le futur. Et il dit « L'interdépendance entre les êtres humains, les objets et l'environnement sera de plus en plus évidente. Et l'architecture n'a de sens que si la création d'espace développe les relations entre les gens. » Il a créé ce concept de Happy Stations. Les Happy Stations, c'est un projet d'espace collectif, hybride, où chacun peut s'impliquer, expérimenter, regarder, apprécier, apprendre et vivre en relation avec les autres. Ce qui prime dans ce premier mouvement, c'est la curiosité, l'empathie et la liberté de créer. Local et mondial. Nous savons bien que ce sont des grands enjeux aujourd'hui et encore plus demain. Alors voilà, grâce à Instagram, l'avocat est devenu la star des foodistas et l'aliment fétiche des véganes. L'avocate au toast est une recette ultra facile à faire, très photogénique et certes délicieuse. Et elle a eu un succès mondial et elle a toujours un succès mondial. Ce succès crée une demande forte qui perturbe gravement les pays producteurs d'avocats, comme par exemple le Mexique. S'ensuit des déforestations, une consommation accrue d'eau, le racket de petits producteurs. Aujourd'hui, des chefs français proposent des alternatives en utilisant le brocoli pour arriver à créer une solution en fait aux effets pervers d'une tendance mondiale. On touche là
à la complexité de notre monde, avec des enjeux de souveraineté, comment aller vers une dépendance choisie et non subie. Je voudrais vous parler de KB, c'est chez eux que j'achète mon café. C'est un torréfacteur de café installé à Paris depuis 11 ans. C'est une entreprise locale qui travaille en conscience avec des produits importés de loin, de très loin, notamment du Guatemala. Ils font travailler et vivre de tout petits producteurs de café. Ils achètent des lots à des prix très justes. Une ONG installée localement aide les agriculteurs à progresser dans la culture, dans les méthodes de séchage. Ici, local et mondial cohabitent avec des bénéfices mutuels. Et puis je voudrais vous parler de Fernando Lapos. C'est un designer mexicain qui vit et travaille à Londres. Il pratique un artisanat s'inspirant de savoir-faire ancestraux, de savoir-faire précolombiens, avec des matériaux naturels méconnus. Ici, il utilise des feuilles d'épi de variétés mexicaines en voie de disparition. Vous voyez les couleurs magnifiques qu'il peut y avoir. Et avec ces feuilles d'épi, il les transforme en marqueterie précieuse. Ce que fait Fernando, c'est qu'il fait un travail où il remet en valeur les particularités locales et il les expose mondialement. Ce deuxième mouvement nous montre comment associer avec audace, et je sais que c'est un mot important pour l'école, avec audace et agilité, locale et mondiale, dans un esprit cosmopolite. Je voudrais vous parler d'artisanat et de tech. Dans le futur, l'artisanat et la technologie s'associeront et se compléteront. L'impression 3D permettra d'implanter des micro-usines décentralisées qui réaliseront une production locale à la demande. Moins de stocks dormants, moins de transport, tout est bénéfice. Bold Design est un bureau de création français. Il travaille de façon responsable et éthique. Il s'interroge sur la place des objets, sur leur durée de vie. Il s'interroge aussi sur comment optimiser et économiser des matières premières au maximum dans un monde où les ressources maintenant sont vraiment limitées. Un esprit critique et une ouverture de pensée les poussent à utiliser de nouveaux outils de production, comme par exemple l'impression 3D. Et puis on va parler d'un Breton, Corentin de Châtel-Perron. Il a un parcours d'ingénieur, mais il est aussi expert en innovation low-tech. Alors, le low-tech, c'est quelque chose de formidable. C'est en fait comment être le plus performant avec le moins possible. Less but better. Depuis plusieurs années, Corentin et son équipe voyagent dans le monde entier à bord d'un bateau laboratoire pour identifier, expérimenter, documenter et diffuser des innovations low-tech. Au cours des 4 dernières années, il a fait escale dans 16 pays. Il a permis l'étude de plus de 40 produits low-tech. C'est une approche de l'innovation qui est frugale, qui est flexible et qui transforme les contraintes en opportunités. Comme on le voit ici, l'ouverture d'esprit caractérise ce mouvement. Et puis, l'industrie et l'environnement. Alors, au-delà de l'opposition un peu, disons, traditionnelle, malheureusement, entre industrie et écologie, il existe une voie qui est celle de l'innovation respectueuse. Et les biotech sont une réponse particulièrement juste à nos défis futurs. Là, je voudrais vous parler de BoldThread. C'est une start-up basée en Californie qui crée des nouveaux matériaux, des nouveaux biomatériaux de consommation. Un de leurs matériaux, c'est Milo. C'est un cuir, entre guillemets, fait à partir de mycélium. Le mycélium, c'est le système racinaire des champignons. Un consortium a été créé avec Adidas, Kering, on y revient, Lululemon et Stella McCartney. Ces entreprises mondiales ont obtenu ensemble un accès exclusif à ce matériau biosourcé qui est une alternative extrêmement prometteuse et intéressante au cuir animal. Et je voudrais vous parler encore de 2 autres entreprises. Studio Plastique, à gauche, qui a créé un revêtement à partir de verre industriel récupérés dans des déchets d'électroménager. Les portes de four, de frigo, de four à micro-ondes, les étagères de réfrigérateurs. À partir de ça, ils ont mis en commun le savoir-faire de plusieurs industriels italiens. Ils se sont associés. Et ce projet montre que la collaboration transdisciplinaire crée des changements vraiment significatifs et marquants. À droite, un projet français, celui de Pili, qui produit des colorants et des pigments biosourcés. Alors peut-être vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, malheureusement, 99 des couleurs qui sont produites sont encore produites à base de produits fossiles, c'est-à-dire à base de pétrole. Et ce sont malheureusement des choses qui sont polluantes. Et ces colorants sont utilisés
pour énormément de choses, pour des textiles qu'on porte, pour des encres, des peintures, des revêtements. Pili utilise des procédés hybrides qui allient fermentation industrielle et chimie verte pour arriver à trouver une solution à la coloration qui est la même capacité de la coloration industrielle avec la pollution en moins. On voit avec ce 4e mouvement que la collaboration et la curiosité contribuent vraiment à des changements notables. Et puis, l'homme et la nature. Alors, depuis toujours, les humains s'intéressent à la nature, souvent en la considérant juste comme une ressource, malheureusement. Parfois, on essaye de l'imiter, ça s'appelle le biomimétisme. Demain, je suis persuadée que nous irons plus loin, en prenant soin de la nature nous-mêmes et en nous plaçant comme un des éléments de cet écosystème et non plus juste en position de dominer. Le premier exemple dont je voudrais vous parler, c'est Maison Zéro. Maison Zéro, c'est un incubateur né il y a 4 ans d'un partenariat entre LVMH et la Centrale St. Martin's, qui est une école à Londres de design et d'art qui est bien réputée. Le nom Maison Zéro évoque la version zéro des prototypages. Il y a quelques semaines, LVMH vient d'annoncer la création de Maison Zéro pour un luxe régénératif, c'est-à-dire aller encore un pas plus loin en proposant un partenariat pluridisciplinaire sur 5 ans avec cette même école, avec de la R&D, des bourses d'études, un parcours académique nouveau, des projets en open innovation. L'idée ici posée est qu'être sustainable dans le futur ne suffira plus, qu'il faudra arriver à être régénératif. Et le dernier exemple que je voudrais partager avec vous, c'est celui d'un architecte milanais, Stefano Boeri. Stefano Boeri a développé un urbanisme durable. Il veut transformer activement les villes avec un concept de forêt verticale pour absorber du CO2, échapper aux îlots de chaleur et rajouter de la biodiversité en ville. Il a construit à Milan, c'est ce que vous voyez sur cette image, une première forêt verticale nommée Bosco Verticale en 2014. Ces 2 tours abritent 800 arbres, 5000 arbustes, 15 000 plantes, c'est évidemment un véritable écosystème qui attire beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes et qui protège aussi de la chaleur. Depuis, il a construit ces forêts verticales un peu partout dans le monde, en Chine, au Mexique, à Bogota, à Chicago et en Europe. Il s'agit ici de s'allier avec la nature et de retrouver une forme d'humilité. On voit avec ce dernier mouvement comment nous pouvons repenser notre place en tant qu'humains sur cette planète. Et je voudrais finir avec quelque chose qui est particulièrement important pour moi et qui sera majeur dans le futur, c'est la dimension d'intelligence collective. Demain, nous devrons utiliser toutes nos capacités pour aller ensemble vers nos futurs. L'intelligence collective nous sera plus que jamais nécessaire. Nous avons besoin de ces futurs qui réconcilient les extrêmes pour vivre dans un monde plus fluide. Chacun est une part de cette intelligence collective et nous pouvons créer ensemble un nouveau narratif qui prendra forme exactement comme cette nuée d'oiseaux, avec toute cette forme et cette générosité de l'intelligence collective. Merci beaucoup.